à côté de moi un monsieur aux multiples talents. Tout d'abord, il est comédien. Deuxièmement, il est metteur en scène. Et je suis sûr qu'il m'en cache encore. C'est Fred Radix qui va nous présenter La Claque. La Claque, c'est pas... Non, c'est pas celle-là. C'est... Pour ceux qui connaissent le théâtre, vous savez que la claque, c'est soi-disant quelque chose qui se fait beaucoup pour que les gens applaudissent au bon moment. Alors, bonjour Fred. Bonjour Guy. Et effectivement, c'est une bonne description. Je suis à la fois comédien, mais aussi metteur en scène, et aussi auteur, puisque j'ai ce défaut depuis 25 ans maintenant que je crée des spectacles. Je les écris, je les compose, je suis aussi musicien, et puis ensuite je les mets en scène et je les interprète soit en solo, soit avec des comédiens, comédiennes, musiciens, selon les projets. Alors là, dans le projet de La Claque, il y a comédien, il y a comédienne, et il y a musique. C'est ça. Ils sont tous les deux comédiens et musiciens. Alice Noureux, qui est à l'accordéon et qui est vraiment une clown vraiment sans sas, et Guillaume Collignon, qui est comédien de formation, mais aussi qui pratique de nombreux instruments. Et moi également, donc j'ai dit, voilà, nos personnages dans La Claque ont besoin à un moment d'interpréter un opéra avec 40 musiciens, 30 changements de décor, 20 chanteurs, 10 danseurs. Le problème, c'est qu'ils sont que 3 à 2 heures de la grande première et les claqueurs sont partis et ils doivent eux-mêmes être obligés de répéter le spectacle du soir pour les claqueurs novices. Malheureusement, eux, c'est des gens de l'ombre. Le chef de claque, lui, il est dans la salle pour applaudir. Le régisseur, lui, il brasse à gauche et à droite. Et elle, c'est la petite sœur du régisseur qui joue péniblement, enfin modestement de l'accordéon, dirais-je. Mais pourtant, nos 3 personnages vont prendre le défi à bras-le-corps, et pour arriver à ce que ce soir le spectacle soit un succès, il faut faire répéter les claqueurs, et ils vont interpréter malgré eux ce grand opéra de 5 actes, mais malheureusement en formule toute petite. Mais raccourci, oui. Raccourci. On vous rassure, ça ne dure pas la durée d'un opéra. L'opéra, la durée la plus courte, c'est 1h30, et si on va voir du Wagner, on peut s'attendre à du 4h30. Oui, sinon on est déçu. Si ça ne dure pas 4 heures, Wagner, on est déçu. Au moins 3 entr'actes, non. Oui, sur Wagner, c'est 18h30, 23h. Ouais, voilà, c'est ça. Non, nous, c'est une version beaucoup plus courte, évidemment, effectivement. Et La Claque, moi j'ai découvert ce secret de théâtre, parce que c'était quelque chose qu'on ne disait pas, quelque chose qui devait être discret, même si aujourd'hui tout est dévoilé, mais les claqueurs se devaient d'une certaine discrétion, et j'ai cherché plein d'informations sur cette histoire de théâtre, et notamment l'histoire de Auguste Levasseur, qui était chef de claque dans différents théâtres parisiens, et en 1850 il était également chef de claque à l'Opéra de Paris. Et je me suis rendu compte, au début je pensais que ils étaient payés pour applaudir, et puis finalement en lisant plein de choses, je me suis aperçu qu'il travaillait avec le compositeur, avec le metteur en scène, qu'il était embauché par le directeur du théâtre et que la partition d'applaudissements était vraiment très importante. Et là je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas cacher ça sous silence, il faut absolument qu'on le mette sur scène et qu'on en parle, parce que c'est comme l'histoire des souffleurs, toutes ces légendes autour du théâtre, il fallait absolument les mettre en scène en valeur, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce spectacle. C'est un spectacle, on ne peut pas dire autrement, interactif. Et oui, parce que le propos, c'est qu'évidemment, les claqueurs de Auguste Levasseur sont partis travailler évidemment à la concurrence, mais 40 claqueurs habituels. Et du coup, évidemment, on prend en otage, entre guillemets, le public présent ce soir-là, comme des claqueurs novices qui auraient été appelés au dernier moment. Donc on doit tout leur inculquer, le bien applaudir, s'échauffer avant d'applaudir, comment bien rire, parce qu'il y a aussi les chatouilleurs qui lancent les rires, il y a les pleureuses qui lancent les pleurs au moment d'émotion, et il y a les commissaires en haut au balcon qui crient « Bravo, quel talent !» Chacun a son petit rôle de cette organisation, donc à la fois on suit l'histoire de nos 3 personnages qui se battent pour que ce soit un succès ce soir, et on a ce public qui devient claqueur et qui a un rôle à part entière dans le spectacle. Ça a duré combien de temps, La Claque? Jusqu'à quelles années a-t-on eu La Claque dans les théâtres? Je ne pense pas avoir assisté à une représentation avec La Claque. Mais bon, peut-être je me trompe. Et puis bon, quand j'allais au théâtre, les premières fois, ça remonte à... Oui, tant que ça. Non, je pense que ça n'existe plus, mais pour la petite anecdote, aujourd'hui, je parle de l'histoire de La Claque, on en parle au début du spectacle. Néron, l'empereur romain, payait 1500 soldats pour se faire applaudir. Je pense que c'était un piètre chanteur, musicien ou acteur, donc il payait ses 1500 soldats en disant vous aurez une petite ration supplémentaire, et il allait sur scène dans les théâtres gallo-romains et il se faisait applaudir. Donc déjà lui c'était le premier chef de claque qui payait les claqueurs. Et puis après dans l'histoire on n'en a plus parlé, ou on n'en a plus de traces, au Moyen-Âge non plus. Et puis quand les théâtres à l'italienne ont été créés, quand tout ça s'est monté, il y avait les claques comme on en parle dans le film Illusion perdue, d'après Balzac, où on voit une claque, mais une claque qu'on appelait même la clique,
qui venaient faire du battage, qui venaient siffler les pièces des autres pour les descendre. C'était vraiment, ils s'étaient payés un peu comme de la mafia. Comment dire, la concurrence entre les théâtres était rude. Et puis, début 1800, les directeurs de théâtre en avaient marre, ça devenait n'importe quoi, et les spectateurs se rebellaient contre la claque, alors ils ont dit on arrête tout, le parterre, on va mettre des chaises, et on va mettre le public bourgeois, et puis la populace et l'ambiance, là, ceux qui veulent crier, ils vont au poulailler. Et puis en fait ça a tenu 6 mois, et parce que pendant 6 mois il y avait une ambiance de mort, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'ambiance, bon, ça parlait, ça tchatchait, ça brassait, oui. Là d'un coup le public bourgeois venait poliment voir le spectacle, et les directeurs de théâtre se sont dit mais on a l'impression que chaque spectacle est un bide en fait, c'est un four chaque soir parce que le public n'était pas généreux en applaudissements. Donc ils ont réintégré la claque, donc je dirais à partir de 1830 jusqu'en 1900, il y a eu 70 années où là vraiment il ne fallait pas que ça se sache. Mais les chefs de claque étaient là et les claqueurs chaque soir pour applaudir et pour faire les succès. Et donc pour la petite anecdote, j'ai un directeur de théâtre actuel qui m'a dit, je ne dois pas dire son nom, mais qui est dans un théâtre, et qui m'a dit quand j'étais jeune, à Paris dans les années 90, j'ai été embauché pour être ouvreur dans un théâtre parisien dont je ne peux pas dire le nom parce que j'ai signé une clause, et on était embauché en tant qu'ouvreur du mercredi au samedi. Mais dès le premier jour, la directrice nous a dit, le vendredi samedi, il y a 400 spectateurs, donc vous êtes ouvreur et vous placez les gens. Par contre, le mercredi, jeudi, sur les 6 que vous êtes là, il y en a 2 qui vont placer les gens parce qu'on a moins de spectateurs en semaine. Et les 4 autres, vous êtes habillés normalement, vous vous répartissez et vous mettez l'ambiance, vous applaudissez, vous riez. Non pas parce que le spectacle était mauvais, l'argument de la directrice, c'était de dire, et ça c'était dans les années 90, c'était de dire il n'y a pas de raison que mes spectateurs qui ont le courage et l'énergie pour sortir en semaine n'aient pas la même ambiance que ceux du week-end. Alors je trouvais que c'était une belle manière de dire il faut initier un peu le rire, lancer un peu le public de semaine qui était réputé pour être plus froid. Mais les choses ont bien changé depuis, je trouve. Effectivement, puisque vous ne jouez pas à Paris, la petite troupe joue le mardi. Un lundi sur 2 et tous les mardis. Voilà, donc le mardi, un lundi sur 2. Et on ne peut pas dire que ce soit la fin de semaine. Non, et il y a une très bonne ambiance. C'est vrai qu'on n'a pas à être râleur. Et puis alors on joue les lundis mardis parce que le spectacle est déjà en tournée dans toute la France. Donc nous on reprend nos trains le mercredi et jeudi, vendredi, samedi on joue un peu partout dans les centres culturels et les théâtres de France. Et on revient les lundis mardis pour jouer à la Gaîté Montparnasse. C'est pas trop difficile justement d'avoir 5 jours sur la route ou 4 jours sur, non, 5 jours sur la route, alors, ou 4 jours et demi. C'est physiquement on s'y prépare. Là par exemple on va enchaîner une représentation vendredi à Franconville, samedi on sera à Orléans, dimanche de nouveau à Franconville parce qu'il y a 2 séances tellement c'est complet, et puis lundi et mardi à la Gaîté Montparnasse, 2 jours de pause, mais on sait que on en profite parce que ça n'a qu'un temps, ça c'est très serré jusqu'à mi-octobre, ensuite on n'a plus que la Gaîté Montparnasse, ça repart un peu en décembre, il y a des allers-retours. Et puis après les 2 années qu'on a vécues, avoir plus d'une 50aine de dates avec un spectacle sur une saison, on jubile et on savoure le privilège qu'on a de faire notre métier, de jouer sur spectacle et de bien tourner. Mais j'ai l'impression, et c'est peut-être mon impression personnelle, que les gens retournent au théâtre. Moi je le vois, j'ai vu quand même 3 spectacles pleins à craquer. Mais moi je suis d'accord avec toi Guy, les gens, on dit encore que c'est dur, que les chiffres sont pas... Mais nous, ça y est, depuis septembre, là, les salles un peu partout en France sont pleines. Ici, ça se passe très bien pour nous à la Gaîté Montparnasse. Donc moi je dis oui, les gens retournent au théâtre, moi aussi les théâtres sont pleins et ça y est, les gens reviennent. Ça y est, on a lavé les 2 années passées et moi aussi je sens que ça revient, il y a une sorte de ferveur et un retour au spectacle vivant. Et surtout à la comédie. Je pense que moi j'ai vu beaucoup de comédies, c'est là où j'ai vu les salles les plus pleines. Ici, effectivement, pour ne pas le citer, puisque le monsieur qui dirige le théâtre Michel est aussi à l'affiche du même théâtre, donc on peut le dire, Sébastien Zopardi. Au théâtre Michel, c'est plein tous les soirs. Maintenant, c'est plein tous les soirs. Mais je suis d'accord avec toi sur le besoin de comédie. Effectivement, ce que nous disent les gens en sortant du spectacle, c'est ce qu'on entend régulièrement depuis que je fais ce métier, mais là encore plus particulièrement, c'est merci pour ce moment de rire, merci, vous nous avez fait oublier nos soucis. Pendant 1 heure, je n'ai plus pensé à rien, m'a dit une dame l'autre jour. Vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. On sent que les gens ont besoin de sortir, oui, de se retrouver tous ensemble, à vibrer et rire ensemble sur un spectacle, mais d'oublier leurs soucis. Donc je pense que voilà, la société va pas très bien, et si le théâtre peut aider à aller mieux, et ben c'est un beau métier.
Est-ce que vous avez le temps d'aller au théâtre voir vos petits camarades? Eh bien moi, c'est mon péché mignon. Quand je joue pas à Avignon, je me paye même le luxe de partir avec ma compagne une semaine à Avignon et on fait comme les directeurs de théâtre ou les festivaliers fervents, 5 à 6 spectacles par jour. C'est vrai que moi j'adore voir tout style de théâtre différent, de la chanson, du théâtre musical, du théâtre contemporain. J'aime vraiment tout ça, par goût. Et puis vraiment, oui, moi je prends le temps parce que c'est vraiment quelque chose que je savoure. Et le spectacle vivant, c'est quelque chose vraiment qui me touche depuis des années. C'est vraiment ma vie, mon métier depuis 25 ans. Donc oui, je prends le temps qu'il faut parce que j'adore ça. Et vos derniers coups de cœur? Allez, la concurrence maintenant. Voilà, j'ai pas réfléchi. Mes derniers coups de cœur. J'ai vu un magnifique spectacle d'un artiste de la région stéphanoise qui s'appelle Abdel Safsaf. Ça s'appelle Ulysse de Traourit. C'est sur l'histoire de son père qui a quitté l'Algérie, qui est en France. Il y a des allers et retours. J'ai vu ça à Avignon cet été. Je peux aussi du théâtre musical ou de la chanson théâtralisée. C'est mes amis des Fouteurs de Joie. Ils sont 5, ils sont formidables, ils chantent bien, ils sont musiciens et ils joueront à Bobino le 6 décembre. Ils font une seule date parisienne, c'est le 6 décembre au théâtre Bobino. Qu'est-ce que je peux... J'en ai plein des coups de cœur, mais là c'est les deux qui m'arrivent. Bon, moi je vous en donne un. Allez. Juste en face, vous n'avez que la rue à traverser. Oui. Glenn. Voilà. J'ai très envie d'aller le voir. Et la salle est comble. Oh là là, la vie de Glenn Gould. Non, j'ai très envie d'aller le voir, peut-être cette semaine. Voilà. Parfait. Écoutez, moi je vous dis... Oui, je peux rien dire, il ne faut pas parler là dans ce cas-là. Et on se retrouve très bientôt ici ou ailleurs avec ce spectacle ou un autre. Vous en avez déjà des qui sont tout prêts à revenir? Alors non, j'en ai pas des tout prêts parce que j'ai plein de projets en écriture, mais avec le Covid, le retard, ça y est, on est enfin dans l'année de tournée de la claque. Et puis j'ai surtout mon spectacle précédent qui s'appelle Le Siffleur, qui a fait plus de 650 représentations, qui continue de tourner. Donc j'ai actuellement les deux spectacles en parallèle, Le Siffleur accompagné de mon quatuor à cordes et la claque. Donc on va attendre la saison et dès que ça va se calmer, je vais me remettre en écriture. J'ai plein de projets pour la suite. Eh bien merci, à bientôt. Merci Guy, à bientôt.